la recherche-montre-main. Alors, il s'appelle Hicham Lamrini. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un chercheur. Hicham Lamrini. Voilà, je vais vous faire écouter ça. Vous avez le lien. D'accord ? Donc, vous pourrez le réécouter. C'est quelqu'un qui est spécialisé en fait en génétique et donc qui nous parle de plusieurs choses en lien avec le vivant. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant de vous faire écouter ça juste avant de reprendre la lecture. C'est une petite parenthèse avant de reprendre le vif du sujet. Donc, on en reparle après. À nouveau, bonjour à tous et c'est parti. Paramètres, notification. Ah, il faut que j'enlève tout ça, c'est ça ? Et ça, rétablir la voix. Bah, faut... Alors, voilà. Est-ce que vous m'entendez ? C'est bon. Ok. Alors, je vais continuer des réglages pour qu'on puisse commencer à travailler. Notification. Voilà, ça devrait aller mieux. Bon, très bien. Alors, vous continuez de m'entendre ? Ça va ? Tout va bien ? Très bien. Donc, voilà, je vous fais écouter ça. Ça dure 4 minutes. Si à Paris 7, votre travail porte sur l'identification de gènes dans les maladies héréditaires et ça va plus loin. Exactement, donc je vais vous parler de mon travail de recherche qui consiste en l'identification et la caractérisation des gènes mutés responsables des déficits immunitaires héréditaires. En gros, comment ça marche et pourquoi ça ne marche plus. Alors, petit rappel simple, un gène, c'est le support de l'information génétique. Ainsi, il code pour une information qui aboutira en principe à la synthèse d'une protéine. La protéine étant cette macrobiologique qui participera au fonctionnement d'une cellule. Par exemple, une protéine pour être importante pour la structure ou à l'aspect de la cellule, pour être une enzyme, donc pour le métabolisme, l'homéostasie cellulaire, etc. Il faut bien qu'une cellule mange, se débarrasse de ses déchets, se multiplie, etc. Une protéine peut aussi être dans la signalisation cellulaire. Et oui, la cellule se parle aux autres cellules, de façon très complexe, mais elles s'entendent bien le plus souvent, heureusement. Ainsi, elle saura si elle doit se proliférer, si elle doit se spécialiser, appeler à l'aide, bouger, etc. Ainsi, une mutation délétère affectant la fonction d'une protéine pourrait avoir de lourdes conséquences au niveau de la cellule et éventuellement au niveau du système immunitaire. Quant aux déficits immunitaires auxquels on s'intéresse chez les patients, ce sont des troubles de la production d'anticorps. Une manifestation clinique principale est une chronique infection des voies respiratoires supérieures et en général, ils sont plus sensibles aux infections. Le départ de nos recherches est donc de nous baser sur le détail des descriptions cliniques et de l'arbre généalogique du patient. De là, on estime si c'est potentiellement une maladie génétique. Puis nous séquençons son génome entier, plus précisément ce que nous on appelle l'exome, c'est la partie codante des protéines et du patient, et on regarde s'il y a un gène suspect. Là, on trouve beaucoup de mutations, la plupart n'impliquent pas de problème au niveau de protéines, la plupart étant silencieuses. Une fois qu'on a un gène suspect, mes expériences de laboratoire consistent à essayer d'exprimer cette mutation dans un système ectopique, c'est-à-dire de faire exprimer la mutation dans des cellules saines et voir si ces cellules deviennent à leur tour dysfonctionnelles. On analyse à ce niveau-là, au niveau moléculaire, cellulaire, physiologique. Donc c'est un peu comme savoir quelle pièce ne marche pas dans une machine. On prend la pièce qu'on incrimine, on la met dans une machine qu'on sait qui marche et on voit si la machine ne marche plus. Facile à penser, à faire, c'est une autre histoire. Durant mes 2 premières années de thèse, j'ai exploré et étudié au moins 5 gènes différents portant des mutations que nous avons incriminées d'être responsables des maladies de nos patients. Bien que certains étaient malheureusement des faux positifs, le cauchemar de tout scientifique, et que nous avons dû les innocenter, leurs études étaient tout de même passionnantes. Je vais vous raconter, il y avait un gène très conservé durant l'évolution, primordial pour la maintenance, l'intégrité, le dynamisme de la molécule d'ADN. Il y avait ce gène qui était un moteur important pour l'expression des gènes, ce que l'on appelle la transcription. Il y avait un gène qui était un pivot central dans la voie de signalisation cellulaire. La signalisation cellulaire, je vous rappelle, ce langage complexe qui régit la vie et la mort d'une cellule et des cellules avoisinantes. Et il y avait aussi un gène qui était important, par exemple, dans la réponse inflammatoire. Donc, une petite victoire a été de détecter une mutation dans une population anormalement élevée de globules blancs d'un patient. Nous n'avons pas pu corréler encore l'implication directe de la mutation avec la surreprésentation de cette population de cellules, mais on a pu avertir le médecin traitant de monitorer un éventuel. Maintenant, en ce moment, je suis depuis quelques mois sur une piste très prometteuse, une famille portant une mutation dans un gène
important pour la mort programmée d'une cellule. Et oui, les cellules, elles se font harakiri dans le fonctionnement physiologique normal de l'organisme. Ce gène pourrait être responsable du déficit immunitaire de cette famille. Ainsi, à la fin, nous contribuons à l'enrichissement du savoir scientifique fondamental en comprenant le rôle et les fonctions d'un gène. Et en contrepartie, ceci permet à une meilleure compréhension médicale des maladies génétiques afin de diagnostiquer et de prendre en charge les patients plus rapidement, plus efficacement. C'est un travail pour l'avenir. On ajoute une petite brique dans le mur infini des connaissances scientifiques. Ça rassure de savoir comment ça marche. Et son impact dans les années à venir deviendra un vrai espoir de guérison pour les petits patients. Alors, n'est-elle pas belle la recherche ? Elle est belle. Une question juste précisément, est-ce qu'il y a des types de pathologies infantiles sur lesquelles vous travaillez ou pour lesquelles vos travaux servent déjà de pistes de recherche ? Donc, les pathologies n'ont pas de nom, ce sont des maladies rares, donc dans leur système immunitaire, ils ne produisent pas d'anticorps, et du coup, on nous envoie, nos médecins les caractérisent, et nous, on essaie de voir quel est le gène qui est responsable. Alors voilà, donc c'était pour vous montrer en effet l'état de la recherche et ce que peut donner un chercheur en génétique. Petite question, qu'est-ce que l'exome ? À un moment, peut-être le terme le plus technique qu'il a employé, c'était ce mot. Alors, vous le réécouterez parce que ça va vite, mais je vous renverrai la page comme il faut. L'exome, c'est quoi ? Il a donné la définition très rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vous laisse noter vos réponses, s'il vous plaît. Je ne travaille pas toute seule. Vous êtes quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, on va se satisfaire de demi-classe, mais je vous demande d'essayer de répondre. Alors, l'exome, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît ? Alors, c'est important que vous répondiez parce que peut-être vous prenez votre petit déjeuner, je ne sais pas ce que vous faites, mais si personne répond, ça veut dire que vous êtes là sans être là. Oui, c'est une partie du génome. Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, Adrien, s'il vous plaît ? Alors, il l'a expliqué. En fait, bonjour Aurélie. Alors, vous êtes notre plume toujours ? Pas de problème pour le retard, j'imagine que vous aviez un cours avant. Alors, je vous explique. L'exome, comme l'a très bien dit Adrien, c'est une partie du génome d'un organisme eucaryote, c'est-à-dire eucaryote, vous savez que c'est des cellules avec de vrais noyaux, contrairement aux prokaryotes. Et cette partie du génome, elle est constituée par les exons. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est que les exons, ce sont les parties des gènes qui sont exprimées pour synthétiser les produits fonctionnels pour une cellule, mais sous forme de protéines, évidemment. Donc, en gros, pour résumer, Hicham Lamrini a dit « l'exome, c'est la partie qui code pour les protéines ». Vous comprenez ? Voilà. Il y a beaucoup de parties dans le génome qui ne codent pas pour des protéines. Donc, c'est pour ça qu'on va isoler l'exon, cette partie du gène qui vont synthétiser, qui va permettre de coder pour des protéines. Encore une fois, c'est partie du gène qui va être exprimée pour synthétiser les produits fonctionnels. Tout le monde a compris ? Bon, voilà. Donc, comme ça, vous avez un petit peu de vocabulaire que vous connaissez, l'expression vous connaissez ce terme, la transcription. Donc, vous réécouterez ça. Je vous remettrai le lien comme il faut à tête reposée. Alors, je vous donne le programme pour aujourd'hui et pour demain. Donc, on va faire une lecture, mais cette fois-ci avec le texte. Voilà, vous m'avez exprimé votre préférence. Donc, on va lire juste 3-4 pages. On va reprendre d'ailleurs là où on s'était arrêté ou avant. C'est à vous de me dire ce que vous préférez. Donc, soit je reprends depuis le début et on considère qu'une lecture sans support écrit était trop exigeante, soit je reprends à la page 16 où on s'était arrêté. C'est vous qui voyez. Donc ça va nous occuper une petite vingtaine de minutes, d'accord ? Et juste après, on aura donc terminé le cours sur le vivant et on commencera le dernier chapitre au programme qui est la matière et l'esprit. Donc en fait, normalement on devrait finir le programme demain en fait. Il est possible que j'ai besoin à nouveau de lundi prochain. Pour terminer, voilà. Alors, ce qu'on va faire après, j'avais dit qu'on pourrait faire des ateliers, des jeux. C'est vous qui me dites, en fait. Et je peux aussi faire un cours à destination de ceux qui font une prépa l'année prochaine. Donc, vous me direz, ce qui veut dire que les cours, en fait, en philosophie, ils se terminent la semaine prochaine. D'accord ? C'est-à-dire que là, on est le 11 mai. On va terminer, en fait, à la fin du mois de mai. On va faire un cours aujourd'hui, donc le 11 mai, un autre le 18 et un autre le 25, voilà. Et on aura terminé à ce moment-là. D'accord ? Alors, vous me dites vos préférences, qu'est-ce qu'on fait ? On reprend depuis le début. Moi, je pense que c'est mieux de reprendre depuis le début et je vous interroge à chaque page. Et on se refait un petit point sur qu'est-ce qu'on retient de ça. En fait, on vérifie ce qu'on a retenu, on se fait une petite fiche.
Vous n'avez plus philo appris. Eh ben, pour vous répondre, Laurine, à partir du 25 mai, à partir du 18 mai, j'aurai fini le programme. D'accord. Et après, on fait des choses en plus si vous en avez envie. Donc, à la limite, si vous me répondez non, j'ai pas envie de continuer, mais bon, moi je pense que c'est bien quand même de continuer au moins jusqu'au 25 mai. Normalement, on aurait dû continuer jusqu'au 9 juin, d'accord? Et en général, ce que je fais, je me débrouille pour terminer le programme un petit peu avant, et ce que je fais, c'est des ateliers méthodes, des choses comme ça. Donc, je vous l'ai dit, on peut faire un peu ce que vous voulez. On peut faire des ateliers méthodes, on peut faire des concours d'éloquence, on peut faire des quiz à partir des cours, on peut faire des ateliers citation, on peut faire des cours en direction de la prépa ou du supérieur. Enfin, on fait ce que vous voulez, d'accord? Voilà, mais je pense qu'on peut avoir fini donc le 25 mai. Enfin, on verra. Moi, je veux bien continuer avec plaisir jusqu'au 9 juin. Hein. C'est vous qui voyez. Alors, donc, vous êtes d'accord? Je vous propose qu'on refasse le travail bien comme il faut. On relit ensemble 4 ou 5 pages et on fait un compte-rendu pour chaque page. Qu'est-ce qu'on a retenu des pages en question? Parce que c'était en effet très dense. C'est ce que vous m'aviez exprimé la dernière fois. Alors, c'est l'un de mes livres préférés. C'est pour ça aussi que je ne veux pas le faire à l'emporte-pièce. C'est l'un de mes livres préférés parce que je le trouve remarquable à la fois scientifiquement et d'un point de vue philosophique et littéraire. Enfin, d'un point de vue culturel même. Je trouve que c'est vraiment un livre qui a une place importante dans l'histoire de la biologie. Alors, Tanguy nous a rejoint. Bonjour Tanguy, vous arrivez pile pour la lecture. Donc, normalement, j'ai fait des réglages pour que le son ne bug pas. Est-ce que vous pouvez me dire... Bonjour Tanguy, est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon ou si vous voulez que je continue les réglages? Je peux en fait baisser la sensibilité du micro. Le son est bon. Eh bien, c'est très bien. Noémie, je vous propose qu'on reprenne... Non, vous reprenez à la page 9. En fait, le tout début, c'est la page 9 qui s'appelle « Une invitation au voyage ». Désolée, les pages ne sont pas dans le bon ordre, mais on fait au mieux. Alors, donc, on y va. Alors, une invitation au voyage. Donc, page après page, on va se récapituler les éléments, d'accord? Je prends des notes, je vous propose de faire la même chose. Et on a normalement Aurélie qui... si vous voulez bien, qui est notre plume. Avant le commencement, un ciel, la nuit, la voie lactée scintille au loin. La Terre tourne sur elle-même, poursuivant sa course à travers l'espace, parcourant une parcelle infime d'un univers sans fin. Un cosmos parsemé de planètes, d'étoiles, de soleils et de galaxies qui se déploie jour après jour depuis environ 15 milliards d'années. Attendez, je vais prendre un crayon pour pouvoir souligner des passages. Qui se déploie depuis environ 15 milliards d'années. De ses origines, nous ne savons rien, ni de son devenir. Mais nous savons qu'il est habité. Depuis 4 milliards d'années, la Terre emporte à travers l'espace et le temps le foisonnement changeant des innombrables engendrements du vivant. Et chacune des incarnations de ce que Charles Darwin a nommé la diversité sans fin des formes les plus belles et les plus merveilleuses, a été composée et recomposée depuis l'origine à partir des mêmes éléments invisibles à l'œil nu. Chaque créature vivante doit être considérée comme un microcosme, un petit univers constitué d'une multitude d'organismes qui se reproduisent, inimaginablement petits et aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, écrivait Charles Darwin. Nous sommes tous, au-delà de nos différences superficielles, un paysage pointilliste composé de minuscules êtres vivants, poursuivait la biologiste Lynn Margulis plus d'un siècle plus tard, quand se révéla le degré de parenté jusque-là insoupçonné qui nous unit à l'ensemble du monde vivant. Un oiseau, un arbre, un être humain, un papillon, une fleur, une colonie de bactéries ou de levures sont tous constitués de cellules. Les plus petites entités vivantes microscopiques capables de puiser leurs ressources dans l'environnement et de se reproduire en se dédoublant. Et chacun d'entre nous ne représente que l'une des innombrables variations que les cellules ont réalisées sur le thème de la diversité et de la complexité. Alors vous voyez, donc il nous raconte comme ça l'histoire du vivant, on plonge d'emblée dedans avec énormément d'informations, donc on va les récapituler ensemble. Alors si quelqu'un veut bien démuter et parler, on est nombreux là du coup, ça serait le mieux, moi c'est ce que je préférerais. Alors je vous compte, on fait l'appel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oui, donc est-ce que quelqu'un veut bien faire ça? Si ce n'est pas le cas, je comprends, mais l'exercice que je vous aurais demandé, en fait, c'est de me redonner les éléments qui sont les éléments clés de cette page, donc pour la prise de notes, par exemple. Alors, il y a effectivement une date importante à retenir, c'est 4 milliards d'années. C'est l'apparition de la vie.
D'accord? Donc, vous savez que l'âge de l'univers en général, c'est 14,8 milliards d'années. Et puis, du coup, ça veut dire que pendant environ un peu plus de 10 milliards d'années, la vie n'existait pas. D'accord? En tout cas, sous la forme telle qu'on la connaît, avec donc les cellules. Donc, les premiers organismes unicellulaires vont peupler la planète, et puis, de fil en aiguille, jusqu'à l'homme. Alors, donc, retenez bien cette date, 4 milliards d'années. D'accord? L'autre chose qui me semble importante à retenir, donc je laisse le livre de côté, c'est vraiment symbolique, c'est ce à quoi je vous invite, c'est de toujours vous demander voilà, ce que vous avez retenu d'une page, quelle qu'elle soit. Quand on lit, c'est bien de faire des lectures actives. Alors, l'autre chose qu'on peut retenir, c'est l'infinie diversité du vivant, le fait que finalement, chaque être puisse être considéré comme un microcosme qui est habité par des populations cellulaires. Vous voyez, le terme de population est intéressant parce qu'il y a l'idée que chaque cellule, en fait, est aussi un univers. D'accord? Et ça me fait penser à Shakespeare, cette phrase. Alors, vous allez dire, comme d'habitude, tout me fait penser à Shakespeare. Oui, ça m'a fait penser à une phrase qui disait, Shakespeare a fait parler de l'un de ses personnages en disant, voilà, il y a plus de choses sur Terre et dans les cieux que n'en peuvent rêver toute la philosophie. Et là, on pourrait dire la même chose de l'organisme. Il y a plus de choses dans n'importe quel organisme que n'en peut rêver justement un philosophe. Donc c'est aussi pour ça que la philosophie est si intéressée par la biologie, c'est que c'est un intérêt pour l'immensité du vivant et l'immensité, l'immense diversité, ces variations infinies sur le thème de la diversité. Donc vous vous rappelez l'idée de variation superficielle et puis en profondeur, à chaque fois, l'idée de microcosme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a des considérations donc, sur la Voie lactée. Bon, ça, c'était au début. Voilà, bon, écoutez, je vous propose qu'on retienne ça. Il y avait effectivement plein d'exemples après, mais je vous propose qu'on retienne ces deux idées. D'accord? Alors, on continue la lecture de la page 2. Et si quelqu'un veut se livrer à l'exercice de la restitution, vous voyez que cette restitution est vraiment très synthétique. Vous pouvez vous proposer sur le chat philo de questions courts. Voilà. Alors, c'est parti. Au mystère de l'origine du cosmos qui nous entoure répond le mystère de l'origine du vivant. Je suis à la page 10. D'accord? Et le mystère de notre venue au monde. Nous avons tous une histoire qui commence très longtemps avant l'instant de notre naissance. Alors, je vais faire des commentaires de temps en temps parce que ça, c'est ce qu'avait dit Jung. L'homme n'est ni d'aujourd'hui ni d'hier, il est d'un âge immense. Donc vous voyez là aussi comment la biologie peut rejoindre la philosophie en disant par exemple que notre histoire commence bien avant notre histoire. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, quand on dit cette fameuse phrase « l'embryogenèse récapitule la phylogenèse », je vous l'écris, c'est une phrase célèbre, l'embryogenèse, attendez, j'ai écrit ça n'importe comment, l'embryogenèse récapitule la phylogenèse. Alors, ça veut dire quoi? Je vous l'ai déjà prononcé cette phrase. Ça veut dire que dans l'histoire du développement embryonnaire, quand un embryon devient un fœtus qui devient un bébé, eh bien, tout se passe comme si les différentes étapes de l'évolution étaient récapitulées. C'est comme si c'était la cassette en accéléré de l'évolution. Alors du coup, c'est pour ça qu'on dit que l'embryogenèse, c'est-à-dire la naissance de l'embryon, récapitule et la cassette en accéléré de l'apparition des espèces. Je vous rappelle que philo avec un Y, ça n'a rien à voir avec la philosophie, mais ça a à voir avec les arbres phylogénétiques que vous tracez. Ça veut dire espèce en grec. Donc en fait, c'est ça qu'il veut dire. Quand il dit que l'être humain est d'une histoire qui dépasse sa propre histoire, c'est une illustration de ça, vous voyez ? C'est-à-dire qu'effectivement, si le développement embryonnaire récapitule les grandes étapes de l'évolution, ça veut dire qu'on a une histoire qui dépasse de loin notre propre histoire individuelle. Ça, déjà, c'est fascinant. Et c'est en ce sens que l'étude de la biologie va vraiment représenter un point très important pour la philosophie. Nous avons tous une histoire qui commence très longtemps avant l'instant de notre naissance et s'étend le long de la chaîne ininterrompue de nos ancêtres à travers des centaines de millions, des milliards d'années. Je fais une autre parenthèse. Vous avez une discipline qui s'appelle comment ça s'appelle ? C'est la psychogénéalogie, voilà, pardon. Et en fait, c'est une manière de dire, voilà, pour répondre aux problèmes psychologiques qu'a un individu, il faut remonter jusqu'à la 7e génération. Vous voyez, l'idée, c'est de revenir sur l'histoire des ancêtres. Donc, ça va aussi être étudié en psychologie, la psychogénéalogie. Du coup, donc,
histoire qui commence très longtemps avant l'instant de notre naissance et s'étend le long de la chaîne ininterrompue de nos ancêtres à travers des centaines de millions, des milliards d'années. Les étendues de temps que parcourt la succession d'engendrements qui constituent notre généalogie n'ont rien de commun avec celle de notre vie courante, ni de l'histoire de nos civilisations. À cette échelle, les montagnes surgissent, s'érodent et s'aplanissent, les déserts fleurissent, les continents se fracturent, se séparent et s'éloignent. À cette échelle s'estompent les notions qui nous sont familières. Un aperçu du paysage. Imaginons un instant que nous puissions entreprendre un voyage à travers le temps et remonter le cours du passé vers nos origines les plus anciennes. Que nous puissions plonger dans des mondes à jamais révolus. L'homme disparaîtrait le premier, puis les grands singes, puis les oiseaux, les mammifères. Les espèces dont nous ne connaissons aujourd'hui que des fossiles apparaîtraient, qui s'effaceraient brutalement au long de quelques dizaines ou centaines de millions d'années. Nous verrions des comètes s'écraser brutalement sur la Terre, des mers de glace se répandre puis fondre. Les insectes, les arbres, les reptiles disparaîtraient à leur tour. Notre planète ne serait plus peuplée que d'une multitude de vers et de petits animaux aux formes étranges, de buissons terrestres et d'algues marines. Une plongée de 800 millions à 1 milliard d'années, tous les animaux et les plantes multicellulaires se sont évanouis. L'univers vivant n'est plus composé que d'une myriade. Alors je fais une petite parenthèse. J'espère, Célia, que vous n'allez pas me dire que le son ne va pas. Ça va? Alors, si, Célia, si vous n'entendez pas, est-ce que quelqu'un peut confirmer que le son est bon? Ok. Eh bien, écoutez, il faut dire à Célia, si c'est possible, rafraîchissez la page. Éteignez, rallumez. Voilà. Ça va marcher. Vous nous tenez au courant? Alors, on vous attend un peu. Donc, j'étais en train de vous dire une myriade, ça c'est du vocabulaire. Ça veut dire 10 000, d'accord? C'est pareil, c'est du grec. En grec, c'était une unité de mesure, en fait. Une myriade veut dire 10 000. Donc, finalement, ça a fini par signifier beaucoup, mais à la base, c'est 10 000. À la base, c'est très précis. Donc, si on dit une myriade de cellules, voilà. Le son est bon pour l'enregistrement. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, une myriade, c'était où? Voilà, une myriade d'êtres constitués d'une seule cellule. Des cellules qui ressemblent à celles de notre corps, les ancêtres des cellules des animaux. Et des cellules capables d'effectuer la photosynthèse, qui libèrent l'oxygène et produisent de l'énergie à partir de la lumière. Les ancêtres des cellules de plantes. Donc, vous savez que, par exemple, les plantes rejettent ce dont nous, on a besoin. Et nous rejetons ce dont les plantes ont besoin. Donc, c'est toujours cette idée de synergie. Interaction très forte. Encore 1 milliard d'années, et nous entrons dans une période où ces cellules, dans leur forme actuelle, ne sont pas encore nées. Pendant 2 milliards d'années, nous allons remonter le temps dans un univers peuplé d'une infinie variété de bactéries, la forme la plus simple des cellules vivantes. L'oxygène, libéré par l'activité de photosynthèse de certaines bactéries, qu'on appelle les cyanobactéries, va devenir de plus en plus rare dans l'atmosphère. La vie se déroule en l'absence d'oxygène. Les bactéries puisent leur énergie à partir de l'azote, du soufre, de l'hydrogène. Vous voyez qu'on avait d'abord azote, soufre, hydrogène avant oxygène. La couche fragile de l'atmosphère qui entoure la Terre est traversée en permanence par une nuée de météorites et par les rayons ultraviolets émis par le Soleil. Alors, ce qu'il y a de génial dans cette page, c'est qu'il fait une histoire à l'envers. Vous voyez, la fameuse cassette en accéléré de l'évolution, il la présente à l'envers. Et donc, il nous montre chaque espèce qui disparaît en fonction de son ordre d'apparition, justement. Donc, on peut refaire la cassette à l'endroit après. Mais donc, il est question d'un ordre, d'accord ? D'abord l'azote, ensuite l'oxygène, ensuite des bactéries qui vont justement utiliser non plus uniquement l'azote, etc., mais l'oxygène. Il nous parle de cyanobactéries. Bon, il nous parle d'une population qui est d'abord unicellulaire. Enfin, avant cela, il n'y avait pas la cellule, mais population unicellulaire. Et puis, alors l'ordre, c'est en gros les reptiles, et ensuite les arbres, les mammifères, les oiseaux, les grands singes, l'homme. Enfin, j'ai pas donné l'ordre exact, mais à peu près, ça donne à peu près ça. Donc, il faudrait refaire cette cassette dans le bon sens. Mais vous voyez qu'en gros, il nous précise bien que l'homme disparaîtrait le premier, ensuite les grands singes, ensuite les oiseaux, les mammifères. Et donc, finalement, ça montre bien les étapes de cette cassette que serait l'évolution. Voilà ce qu'on peut retenir en fait de cette page, et on peut retenir effectivement l'immense diversité. Et puis le fait que les cellules qui nous composent aujourd'hui ont en effet des ancêtres. Voilà. Bon, et qu'on compte en milliards d'années, donc c'est effectivement une échelle de temps dont on n'a absolument pas l'habitude. Alors je vais passer à la page 3. Les bactéries, pardon, je vous dis n'importe quoi, enfin c'est la 3e page, mais c'est la page 11, excusez-moi. Alors, page 11... Les bactéries occupent les profondeurs des sols et des mers. Sont-elles alors les seuls êtres vivants qui peuplent notre planète? Il est probable que les côtoient d'autres cellules primitives aujourd'hui disparues.
Il est possible que certaines de ces cellules aient donné naissance à la fois aux bactéries, aux cellules animales et aux cellules végétales. Alors, en parlant de ça, il y a un passage dans ce texte extrêmement intéressant où il nous parle de cellules photovoltaïques et il nous explique que ces cellules photovoltaïques sont un petit peu l'ancêtre de nos yeux et que finalement, l'œil, effectivement, il n'est pas apparu ex nihilo. Toujours cette idée d'ancêtre. Et il se peut aussi que l'ensemble du royaume du vivant qui nous entoure ait eu pour seul ancêtre le monde des bactéries. Vous savez qu'on a plus de bactéries que de cellules dans nos propres corps, hein. Ça c'est souvent quelque chose qu'on ignore, mais c'est le cas, et des bactéries qui sont tout à fait nécessaires. Venons de parcourir près de 4 milliards d'années, nous découvrons l'aube première de nos origines, un univers dont nous ne savons rien. Il n'y a sans doute encore aucune cellule. Le vivant en train de naître émerge de la matière. Alors ça c'est la grande question qui intéresse la philosophie, c'est comment le vivant va pouvoir émerger de la matière inerte, d'accord ? Et donc le vitalisme qu'on avait un petit peu étudié, avec le fameux Barthez de l'école de Montpellier, nous parle d'une espèce de fluide vital, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, vous voyez, donc ça reste très mystérieux. Et effectivement, ça reste mystérieux, c'est voué à être mystérieux. On peut parler d'une certaine hubris, d'une certaine démesure dans la volonté aussi, peut-être de percer de façon absolument certaine les origines. Donc on est dans un monde d'hypothèses, voilà. Alors nous venons de parcourir près de 4 milliards d'années, nous découvrons l'aube première de nos origines, un univers dont nous ne savons rien. Il n'y a sans doute encore aucune cellule. Le vivant en train de naître émerge de la matière. Remontons encore quelques centaines de millions d'années et la vie s'efface. Notre planète est une boule en fusion. Arbre de vie. Au cours de cette plongée à travers le temps, alors d'ailleurs j'ai regardé très très rapidement les cours qui m'avaient été envoyés, je remercie à nouveau pour ça. Et donc oui, vous faites des arbres phylogénétiques, enfin la notion d'arbre de vie, c'est censé être quelque chose de familier. Au cours de cette plongée à travers le temps, nous avons vu s'évanouir la plupart des incarnations du vivant qui nous entoure pour nous retrouver parmi nos ancêtres les plus lointains, les organismes unicellulaires. Mais certaines de ces espèces ancestrales ne se sont jamais éteintes. Les bactéries sont toujours présentes parmi nous et leur nombre dépasse le nombre des animaux et des plantes qui peuplent aujourd'hui notre planète. C'est important, vous voyez, les bactéries n'ont pas disparu. Les bactéries sont toujours présentes parmi nous, leur nombre dépasse le nombre des animaux et des plantes qui peuplent aujourd'hui notre planète. Les organismes unicellulaires règnent sur la Terre depuis des temps immémoriaux. Ils l'ont colonisée, façonnée, modifiée. Ils ont rempli l'air de l'oxygène qui nous permet de respirer. Imaginons notre arbre généalogique, l'arbre du vivant, comme un buisson touffu dont les branches innombrables s'élèvent vers le présent. L'évolution de la vie est faite de survenues aléatoires, accidentelles, de petites modifications. Une branche naît soudain un rameau nouveau, puis un nouveau buisson. 2 milliards d'années émergent les rameaux des premières cellules animales et des premières cellules de plantes, donneront naissance à leur tour à de vastes buissons d'où émergeront beaucoup plus tard les buissons des animaux et des plantes multicellulaires. Mais ce buisson touffu, d'où sont nés tant de nouveaux buissons, des pans entiers sont restés perdus dans le passé. Plus de 99% des espèces jamais apparues depuis 4 milliards d'années se sont probablement à jamais éteints. Le monde chatoyant qui nous entoure est un monde de rescapés. La longue course du vivant à travers le temps a été une traversée sur la mer houleuse de la contingence. Très belle phrase, vous voyez, c'est très poétique, hein. Donc vous le savez tous, contingence veut dire ce qui aurait pu ne pas être, ce qui aurait pu être autrement. Et là, ça fait partie des phrases qu'on peut considérer comme citation. Je vous la note du coup, hein. Donc, la longue course du vivant à travers le temps. C'est une traversée, a été une traversée sur la mer houleuse de la contingence. Voilà. Ok, alors, donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois, les choses se passent comme cela, mais elles auraient pu se passer autrement. Il aurait pu y avoir une autre cassette, pour reprendre la métaphore. Si cette histoire s'était répétée plusieurs fois, elle se serait sans doute déroulée de plusieurs manières différentes. L'histoire du vivant est une succession imprévisible d'accidents étranges, terribles ou merveilleux. Alors, je continue. Donc, ce petit exercice, on va arrêter là, hein, la lecture. Vous avez les pages, vous les lirez tout seul, hein. Et en fait, cet exercice, c'est aussi pour vous montrer comment travailler. Par exemple, vous sélectionnez des citations, vous les récitez, vous les mettez dans un petit carnet. Et là, en fait, il y a 2 idées clés. Il faut aussi apprendre à être très synthétique. Donc, vous avez compris que la première idée clé, c'était l'idée des arbres du vivant. D'accord ? Ces buissons touffus où certaines branches vont donner naissance à de nouveaux rameaux. Ah ben, le nom de cet ouvrage, c'est La sculpture du vivant. Sculpture
du vivant. Je vous avais expliqué que j'étais dyslexique pour le mot sculpture. Ça va, normalement je l'ai bien écrit. La sculpture du vivant, donc j'allais vous dire courez l'acheter avec des masques, mais je sais pas, faites comme vous voulez, mais c'est un livre génial, quoi. C'est un super livre de vacances en plus. C'est vraiment agréable à lire parce que ça peut pas ne pas intéresser en fait. C'est l'histoire de nos origines, et puis ça mêle, comme vous le voyez, philosophie, biologie. Enfin, c'est un génie, Amuzen. Donc en fait, oui, j'étais en train de vous dire, voilà, là il faut, voilà, c'est une très bonne lecture de vacances, ça. Courez acheter avec vos masques ou attendez un petit peu la toute fin. Non, mais faites comme vous voulez, hein. Mais en fait, oui, je vous disais, l'idée, c'est qu'il y a, voilà, il y a deux idées clés ici. Donc, l'idée des arbres du vivant. Et puis également, le fait que, ça c'est une information capitale, 80% des espèces qui ont un jour peuplé la planète sont aujourd'hui disparues. Donc, l'histoire du vivant tel qu'on le connaît aujourd'hui est une histoire de rescapés. Donc, vous voyez que ça, c'est quand même frappant, hein. Voilà. Bon, si vous voulez, je fais une dernière page et je peux faire encore la page 12. Oui, 99%, c'est ce que j'ai dit. Je sais pas, vous avez entendu autre chose? Non, je vous ai dit 99%. Alors, on va voter. Qui veut que je continue la lecture et qui veut qu'on passe directement à matière et esprit? Voilà, ça c'est une petite activité qu'on fait ensemble pour le grand 3. Je peux vous laisser en autonomie. Je vais pas vous lire l'ouvrage dans son intégralité, hein, vous l'avez compris. Alors, l'autre invitation que j'ai pour vous, c'est d'écouter, par exemple, Sur les épaules de Darwin. C'est pas France Culture, mais c'est France Inter. Et il y a plein d'émissions sur France Culture. Sinon, vous tapez, par exemple, La méthode scientifique, Nicolas Martin. C'est vraiment sympa. C'est des émissions scientifiques de grande qualité. Voilà. Alors, on va voter. Donc, qui veut que je prolonge la lecture encore d'une ou deux pages et qui préfère qu'on passe directement. Voilà. Est-ce que vous avez... C'est quoi ça? MOOC. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, je viens à la traduction. MOOC, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, c'est des podcasts? Massive Open Online Course. Et ben, j'avais vu que le Collège de France, avec le confinement, avait mis en ligne gratuitement tous ses cours. Donc ça, c'est incroyable. Donc vous allez sur le site du Collège de France. Peut-être que c'est encore le cas. Voilà. C'est tout. Sinon, j'ai pas d'idée à part ça. Voilà, des cours en ligne de masse, ouais. Ah ben je connaissais pas, merci. Voilà, mais le Collège de France, c'est déjà pas mal, hein. Je crois qu'il y a 10 000 heures de cours qui ont été mises. On vous donne accès gratuitement à ça. Moi, j'avais assisté à une conférence là-bas il y a quelques années sur le rapport entre. C'était des scientifiques qui parlaient de la beauté. Et c'était génial cette conférence. Vous aviez donc un physicien, il y avait un mathématicien, justement, Amuzen parlait là-bas. Et vraiment intéressant. Alors, donc vous n'avez pas voté. Qui préfère qu'on continue la lecture ou qui préfère découvrir ça tout seul? Est-ce que je peux avoir 2-3 réponses et je me fierai à ça et voilà. On continue ou on passe au cours d'après? Bah oui, on a le temps. Oui, non, mais on est bien, on est en avance maintenant. Donc moi, si ça vous plaît, oui, on continue. Donc je vais faire encore une ou deux pages. Ok. On continue. Ok, parfait. Vous vous êtes renommé. Ok. Des mots valises. Alors, c'est parti. Donc, on continue même technique, c'est-à-dire on isole des citations et puis on fait quoi et on synthétise. Voilà. Alors, c'est parti. Au méandre erratique de la contingence, c'est bien écrit, hein. Alors, les méandres, c'est les labyrinthes. Erratique, ça veut dire qu'on ne sait pas trop où on va, hein. On est comme Thésée qui cherche le fil d'Ariane désespérément. Donc, c'est très bien écrit. Au méandre erratique de la contingence. C'est-à-dire que comme c'est le hasard, on ne sait pas trop où on va. Donc, au lieu de dire hasard, il dira les méandres erratiques de la contingence. Alors, vous savez quoi? Ça, c'est une autre citation, hein. Les méandres. Écrivez ça dans vos copies quand vous rentrerez à l'école. Si un jour on y retourne. Donc, les méandres erratiques de la contingence. Aux méandres erratiques de la contingence, faisant émerger et disparaître en permanence la diversité, se surimpose depuis l'origine une constante, une ligne d'horizon, d'où naît et renaît sans cesse la pérennité du vivant. Doublement d'une cellule qui devient deux cellules qui, à leur tour, et depuis 800 millions à 1 milliard d'années, depuis la naissance des premiers animaux et des premières plantes dont le corps est composé de plusieurs cellules, se répète un événement à la fois familier et mystérieux. Une cellule unique, une cellule œuf, donne naissance à un univers entier, un corps d'oiseau, un arbre,
être humain, un papillon, une fleur qui grandit, vit un temps. Donc là, on pourrait parler effectivement de la morphogenèse autonome. Vous vous rappelez, on avait fait la distinction d'ailleurs avec Kant entre la force motrice des machines et la force formatrice du vivant, avec l'idée que le vivant contenait en lui-même le programme qui présidait à sa formation. Donc ça, c'est fascinant, c'est la morphogenèse autonome. Et donc, c'est à la fois mystérieux et familier. Donc, une cellule œuf donne naissance à un univers entier, un corps d'oiseau, un arbre, un être humain, un papillon, une fleur, qui grandit, vit un temps, puis s'efface et disparaît, après avoir contribué à son tour à la naissance de cellules œufs, d'où surgissent de nouveaux univers. Donc, finalement, un ovule, un spermatozoïde, c'est vraiment d'emblée un univers. Ce sont deux univers qui se rencontrent, en fait, et qui vont donner la fameuse cellule œuf. À la question de ce que nous sommes avant notre début, la réponse est à la fois simple et étrange. Une potentialité déjà présente mais encore fragmentée. Donc c'est la fameuse distinction que va faire Aristote entre l'acte et la puissance. On existe en puissance, on est une potentialité, une virtualité. Une potentialité déjà présente mais encore fragmentée, éparpillée dans deux cellules séparées, lointaines, appartenant à deux nébuleuses distinctes qui un jour par hasard se rejoignent pour se fondre en une cellule nouvelle. Et de cette succession d'explosions fugaces à travers l'espace et le temps, nous sommes, avec l'ensemble des animaux et des plantes qui nous entourent, les seuls témoins et les seuls survivants. Donc là, on a quelque chose à nouveau de fascinant. Un mystère au cœur du vivant, un univers singulier et éphémère. Nous naissons, vivons et mourrons dans un monde habité par nos ancêtres. L'immense majorité des êtres vivants qui peuplent notre planète sont des êtres composés d'une seule cellule. En produisant, en se dédoublant, ils paraissent avoir été dotés dès l'origine d'une double promesse d'invariance et d'immortalité. Il arrive de changer ou de mourir, ces événements semblent le fruit du hasard et non d'une nécessité. On est autrement de nous. Nous savons tous que le temps est compté. Du complexe composé d'une multitude de cellules, nous ne nous reproduisons pas en nous dédoublant, mais en créant à deux un nouvel être, à la fois semblable et différent de nous. Donc semblable, c'était l'invariance reproductive, vous vous rappelez, les êtres vivants donnent naissance à des vivants qui leur ressemblent. Et puis différent parce qu'à chaque fois, personne n'est réductible à qui que ce soit. En dissociant irréductiblement l'individu de sa descendance, l'évolution nous a ancrés dans la diversité et dans la mort. De la conception à la naissance, de l'enfance à l'âge adulte et de la vieillesse à la mort, se construit puis se défait notre univers singulier et éphémère. Depuis l'aube de l'humanité, le sacré, les arts et les cultures ont prêté un sens à cette fracture et une pérennité à ce destin tronqué. Pour le religieux, notre finitude, qu'elle soit épreuve, apprentissage, expiation ou rachat d'une faute originelle, ne traduit que l'incapacité des incarnations temporelles de nos âmes immortelles à survivre dans ce monde. Alors pareil, deux infos capitales ici. Vous l'avez compris, le mystère de ces deux nébuleuses que sont d'un côté l'ovule et de l'autre le spermatozoïde qui vont donner naissance à un autre univers. Donc vraiment cette métaphore autour de l'univers qui va être intéressante. Et puis il y a autre chose de très intéressant, c'est que effectivement les cellules se reproduisent en se dédoublant. Donc il y a une invariance et en même temps une immortalité. Alors que la reproduction sexuée va apporter beaucoup de diversité, mais en même temps le corollaire, c'est la mort. Donc, on a ces deux informations capitales. Alors, je vais finir sur cette page-là. Il vous restera donc quelques pages à lire tout seul. Donc, pour le biologiste, la part de chacun d'entre nous qui croise au plus près des rives de l'éternité, ce sont les cellules et leurs gènes qui abandonnent nos corps pour en construire d'autres. Il y a d'ailleurs des chercheurs qui parlent de gènes égoïstes. Vous voyez, c'est un peu bizarre, mais donc pour le biologiste, la part de chacun d'entre nous qui croise au plus près des rives de l'éternité, ce sont les cellules et leurs gènes qui abandonnent nos corps pour construire d'autres, voyageant de génération en génération à travers le temps. Pour le médecin, la part d'avenir qu'il essaie de préserver est tout entière la vie fugace de l'individu. Or en est la fin, l'anéantissement, l'ennemi. D'ailleurs, vous avez un très beau poème de Baudelaire qui s'appelle L'ennemi. Et puis, c'est pas la première fois que la mort est caractérisée comme ennemi. Vous l'avez aussi dans le Cid de Corneille. « Ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?» Vous voyez, là aussi, on a quelque chose de très littéraire avec la mort comme ennemi. Parce que nous sommes chacun un microcosme, une nébuleuse vivante, un peuple hétérogène de dizaines de milliers de milliards de cellules, dont les interactions composent notre corps et engendrent notre esprit. Toute interrogation sur notre vie et notre mort nous ramène à une interrogation sur la vie et la mort des cellules qui nous composent. On a longtemps pensé. Donc, vous voyez, là, ça va vraiment être le cœur du sujet, c'est-à-dire l'apoptose. Et pourquoi je vous ai fait écouter tout à l'heure
la petite attribution de Hicham Lamrani. Déjà parce que je trouve qu'il fait un travail qui a l'air très intéressant, mais surtout parce que c'était en rapport avec il a beaucoup parlé de communication cellulaire, de vie et de mort cellulaire, et donc d'apoptose. Et en fait, celui à qui, je vous l'avais déjà dit, mais celui à qui on doit ce concept d'apoptose, c'est Jean-Claude Amezen. Donc voilà, profitez de cette période qui reste encore un petit peu spéciale. C'est un conseil que je donne, vous en faites ce que vous voulez, mais je trouve que ça fait vraiment du bien, la stimulation intellectuelle. Et donc, voilà, vous faites votre sport en écoutant des podcasts sur les épaules de Darwin, le concept des doubles activités qui fait tellement de bien. Alors, je vous disais, parce que nous sommes chacun un microcosme, une nébuleuse vivante, un peuple hétérogène de dizaines de milliers de milliards de cellules, on peut retenir ce chiffre, dizaines de milliers de milliards de cellules. Les interactions composent notre corps et engendrent notre esprit. Alors ça, c'est un parti pris quand même. Là, il y a un présupposé. Les interactions engendrent notre esprit, c'est pas si sûr. On peut, vous voyez, il y a des visions bien différentes où Platon, par exemple, nous parlera d'une âme dans un corps. Et il n'aurait jamais sous-entendu que les interactions cellulaires produisent notre esprit. Donc là, c'est quand même un certain parti pris assez réductionniste, mais ça existe le réductionnisme en sciences, voilà. Toute interrogation sur notre vie et notre mort nous ramène à une interrogation sur la vie et la mort des cellules qui nous composent. Donc vous retenez ce chiffre, dizaines de milliers de milliards de cellules. Ça veut dire qu'il y a encore plus de bactéries, puisque je vous ai dit plus de bactéries que de cellules. Donc vous voyez, on en apprend tellement. Platon, on le citait à l'instant, il disait que toute connaissance extérieure était peut-être une introspection. Vous voyez, moi quand je lis ce livre, j'ai l'impression de faire quelque chose de l'ordre de l'introspection. On apprend quelque chose sur soi. Satisfait notre curiosité insatiable. Et d'ailleurs, pour ceux qui font une prépa, là, l'année prochaine, le texte de Nietzsche, l'introduction au Gai Savoir, la préface, parle de ça. Il y a une très belle dialectique qui s'instaure entre quelqu'un qui parle de sa grande curiosité scientifique et qui dit à quel point il va l'appliquer à lui-même. Il va il va tomber malade et il va appliquer à cette maladie, à son nouvel état, une grande curiosité scientifique. Donc, il parle de cette curiosité insatiable, et puis dans le même temps, on apprend à accepter les mystères et à accepter que certaines questions sont peut-être vouées à rester réponses. Mais ça compte quand même d'avoir posé la question. On a longtemps pensé la disparition de nos cellules, comme notre propre disparition en tant qu'individu, ne pouvait résulter que d'accidents et de destruction, d'une incapacité fondamentale à résister à l'usure, au passage du temps et aux agressions permanentes de l'environnement. Mais nous savons aujourd'hui que la réalité est de nature plus complexe. Une vision radicalement nouvelle de la mort s'est révélée, comme un mystère au cœur du vivant. En fait, je vous donne un élément qui me semble important ici, c'est que la thèse d'Amezen, vous l'avez compris, j'imagine, elle consiste à dire que la mort n'est plus à comprendre sur l'image de la faucheuse qui vient de l'extérieur, mais elle est inscrite dans l'œuf, dans le programme, et c'est un peu la phrase de Heidegger, dès qu'un être humain vient à la vie, il est assez vieux pour mourir. En tout cas, elle fait partie de nous, en fait. Rilke l'exprimait d'une manière un peu à la fois poétique et choquante. Il disait « L'être contient sa mort comme le fruit son noyau ». C'est un peu ça que dit la biologie. Donc vous voyez à quel point la poésie et la biologie se rejoignent. Je vous donne la phrase de Rilke, c'est exactement ce que dit Amélie. Un être tient sa mort comme le fruit, son noyau. Voilà. Donc c'est ça que va nous dire Amélie également. Sculpture de la complexité. Chacune de nos cellules possède tout au long de son existence le pouvoir à tout moment de s'autodétruire en quelques heures. Et la survie de l'ensemble des cellules qui nous composent, notre propre survie, dépend de leur capacité à trouver dans l'environnement de notre corps les signaux qui leur permettent de réprimer jour après jour le déclenchement de leur suicide. Nous sommes des sociétés cellulaires dont chacune des composantes vit en sursis, dont aucune ne peut survivre seule. Donc vous voyez, il parlait de rescapés, par rapport aux 99% d'espèces qui avaient disparu. Mais c'est un peu la même chose avec les cellules qui nous entourent. Donc vous voyez à quel point il y a cette idée de vie vulnérable, à la fois extrêmement puissante, qui résiste à beaucoup d'agressions. C'est le concept qui avait été employé tout à l'heure de l'homéostasie, du maintien de l'équilibre. Et puis dans le même temps, une très grande vulnérabilité, puisque les cellules, leur survie dépend de la possibilité de capter dans leur environnement qui va permettre de réprimer leur suicide. D'accord ? Donc c'est une espèce de négation, réprimer leur suicide. Aucune ne peut survivre seule. Le destin de chacune, donc c'est pour ça qu'on parle de population cellulaire, de société cellulaire. Le destin de chacune de nos cellules dépend en permanence de la qualité des liens provisoires qu'elle est capable de tisser avec son environnement. Sur cette interdépendance dépourvue d'alternatives,
C'est-à-dire qu'en fait, elle est nécessaire, hein, il n'y a pas d'autre choix. Quelle est notre existence et fonder notre pérennité. Vous voyez, on dépend de tout ça. Pour chacune de nos cellules, vivre, c'est avoir réussi à empêcher pour un temps le suicide. Donc vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est une négation. En philosophie, on manie ça souvent. Par exemple, pour vous expliquer le concept de contingence, j'avais utilisé des doubles négations. Ce qui ne peut pas ne pas être. Pardon, pour exprimer le concept de nécessité. Qui ne peut pas être. Mais ici, c'est la même chose. On a besoin d'une double négation pour exprimer ce qu'il advient d'une cellule. Donc, vous voyez, double négation, parce qu'on va empêcher la négation de la vie. On dit non à la négation de la vie, on empêche le suicide. Et d'une manière troublante, contre-intuitive, paradoxale, un événement positif, la vie, naît de la négation d'un événement négatif. Donc vous voyez, il le dit à nouveau, une négation d'un événement négatif, l'autodestruction. Vision à bouleverser en profondeur. Donc ça, c'est l'élément clé de cette page. Hein. Vous voyez, finalement, quand on fait une synthèse ici, en tout cas de ce livre, on a peut-être 2-3 éléments clés qui apparaissent dans la page. Vision à bouleverser en profondeur notre représentation du fonctionnement de nos corps, conduit à une réinterprétation des causes de la plupart de nos maladies et a ouvert des perspectives nouvelles pour leur traitement. Commencer de transformer notre manière d'appréhender le vieillissement et à une toute autre échelle certains aspects de la longue histoire de l'évolution du vivant a donné naissance. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retient ici ? Pareil, on va refaire donc les 2-3 infos. Alors, on retient que chacun d'entre nous, ici présent, et moi-même en train de vous parler, sommes faits de dizaines de milliers de milliards de cellules. Un chiffre qu'on peut se répéter, dizaines de milliers de milliards de cellules. Bon, ça c'est la première chose. Et ensuite, il y avait une idée clé qui correspond à la thèse développée dans l'ouvrage, c'est que la vie, c'est un sursis, c'est un sursis permanent, c'est-à-dire pour une cellule, vivre, c'est réprimer son suicide, c'est capter dans l'environnement les éléments, les informations en fait, qui vont lui permettre de réprimer pour un temps son suicide. Donc c'est pour ça qu'il parle de sursis. C'est passionnant, hein ? Enfin, moi je trouve ça vraiment passionnant. Et je vais continuer, en fait, effectivement, le cours s'arrête pour vous, pour nous, le cours va s'arrêter là sur le vivant, mais je vais y passer pas mal de temps cet été. Là, je vais continuer des lectures, je vais pas mal discuter avec des profs de bio, des chercheurs, que vous comprenez bien que quand on fait des études de biologie, on doit se former de philosophie, pardon. On n'a pas de cours de biologie, donc on doit se former finalement en parallèle. Et donc ça passe par ces dialogues, par ces interactions qui sont fructueuses des deux côtés. Vous voyez, le biologiste, il a bien intérêt à rencontrer le philosophe pour penser ces questions et inversement. Donc c'est un dialogue qui en général est très fructueux. Alors, du coup, je vous avais dit que c'était la dernière page. En effet, on va se quitter là-dessus. Sauf si vous me dites non, madame, s'il vous plaît, une page de plus. On fait comme on veut. On a un peu de temps, on a un peu de marge. Je peux faire une page en plus, mais sinon, bon, voilà, j'ai prévu donc le cours sur le esprit. Vous savez ce qu'on va faire ? On va prendre. Il nous reste une demi-heure de cours. On va prendre 1 minute pour que vous me disiez. Je vous propose qu'on passe à matière et esprit. Vous lirez tout seul. Mais je prends 1 minute pour vos questions. D'accord ? Et ça peut être des questions autour de qu'est-ce que c'est qu'un dialogue entre un philosophe et un biologiste. Ok, on peut faire ça si vous voulez. Si vous avez des questions précises par rapport à ce qu'on vient de lire, si vous avez des demandes de suggestions de livres, enfin, ce que vous voulez, je vous laisse donc 2 minutes, d'accord ? Et je relis vos questions, puis après on passe à matière-esprit. Ok ? Voilà. Alors... Alors, apparemment pas de questions. Bon, écoutez, tout va bien. Alors voilà, écoutez, je suis très contente de vous avoir fait découvrir cet ouvrage. Il me tient particulièrement à cœur. Il fait, pour ceux qui veulent se le procurer, c'est un ouvrage qui fait 330 environ, alors qu'on dévore, et qu'on relit tout le temps. Il y a tellement d'informations. Voilà. Alors, on a donc terminé le cours sur le vivant. Et on va commencer le cours sur la matière et l'esprit. Donc, c'est notre dernier cours au programme de cette année de philosophie. Alors, comment on va faire ce cours ? On va le faire à partir de grands classiques, par exemple Descartes, qui a beaucoup parlé de la res cogitans, la res extensa. On va le faire aussi avec des documents que je vais envoyer à Alexandre. Donc, pour commencer, en introduction, je vous envoie l'intro. L'intro, elle correspond à des définitions en partie. Alors du coup, je vous envoie un. Si c'est possible de le poster dans la partie questions cours. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est ? Donc, je vous envoie ça.
Alors, attendez un petit instant. Voilà, donc j'envoie ça à Alexandre. Il y a 2 pages. Parti. Voilà, super. Bon, donc on a fini avec le vivant. Pas de questions, mais écoutez, c'est super. Donc, alors, matière et esprit, j'attends que vous ayez les pages pour démarrer donc l'introduction à notre dernier cours, la matière et l'esprit. Alors, au fait, j'ai remarqué, oui, je vous ai dit la semaine dernière, vous étiez une classe normale lundi, mais plus une classe normale le mardi. C'est-à-dire qu'il y avait 15 élèves le mardi. On a fait 16h30, 18h parce que vous m'aviez demandé qu'on mette à ce moment-là. Moi, ça ne m'arrange pas trop. Mais soyez présents, hein. Soyez tous là. En tout cas, c'est important. Déjà que devant son ordi, on se sent un peu seul. Alors, c'est ça, hein, j'ai noté 16h30, 18h demain. Voilà. Merci Alexandre, merci, vive la technologie. En tout cas, cet usage-là. Alors, esprit vient du latin spiritus, c'est pas du grec pour une fois, c'est du latin, ça veut dire vent, souffle. Nous avions SVT, mais les cours ont été déplacés au vendredi, donc nous serons là. Génial. Bon, bah voilà. Nous, on le met à un autre moment, hein, mais c'est vrai que c'est... Alors, on garde... Enfin, on s'était mis d'accord là-dessus, ça fonctionne, c'est bien. Voilà, alors du coup, c'est... je vous mets l'étymologie stricte. Spiritus indique la partie la plus volatile des liquides soumis à distillation. Enfin, je vous donne ça à votre... Enfin, je vous soumets ce truc. Donc, substance pensante immatérielle de la pensée reste cogitans, ça c'est Descartes. Chose pensante qui est opposée à la matière, au corps. Donc matière indéterminée ou inerte à la chair. Donc l'esprit, est-ce une propriété du cerveau, une réalité substantielle? Pour Descartes, c'est une substance, hein, la res cogitans, la res extensa, il y a l'idée de substance. Matière, au contraire, vient du grec et non pas du latin. Et donc on a construit le concept d'illémorphisme, Aristote, donc morphé veut dire forme, il est matière. Et donc c'est l'idée chez Aristote, chose est un composé de matière et de forme. Quand le vendredi est férié, mais c'est bon, on les a tous passés les vendredis fériés là. Donc normalement c'est bon. Donc super, vous serez là demain, parfait. J'étais un peu étonnée parce que comme tout le monde est là d'habitude, voilà. Ok, alors, encore le vendredi de l'Ascension. Dans ce cas-là, si vous voulez, quand ce sera le vendredi de l'Ascension, on pourra mettre le cours le vendredi. Ça vous arrange comme ça? Dites, mais c'est une option, hein. Demandez à votre prof de le décaler pour le jour férié. Voilà, demandez à vos profs de bien garder le créneau 16h30, 18 si c'est possible, parce que c'est notre créneau en philo, voilà. Alors du coup, vous lirez les citations, je vous laisse les découvrir tout seul. Nous, on va reprendre particulièrement Descartes. Alors, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, vous avez aussi des textes dans votre manuel, par exemple un texte de Lamétrie, mais parce que là, vous avez une référence à Lamétrie, mais en fait, Lamétrie, dans le texte que vous avez dans votre manuel, vous allez voir, c'est absolument pas rigoureux, je vous le dis clairement, hein, beaucoup de textes de philosophes sont extrêmement rigoureux, mais celui de Lamétrie, ça n'est pas le cas. Donc ça peut être intéressant aussi de voir ce que ça donne, un texte qui n'a pas la rigueur à laquelle on peut s'attendre. Voilà, c'est plein de références donc que je vous laisse découvrir tout seul, qui constituent l'introduction. Alors, on va commencer avec une première partie. Alors, je vois si je peux vous donner d'autres documents en parallèle. Oui, je vous donnerai des textes. On aura besoin notamment de textes autour d'Einstein. Alors, donc on va commencer avec Descartes, d'accord? Donc, intro, je vous mets travail en solitaire. Et maintenant, je fais le grand 1. C'est donc le bisubstantialisme, je vous l'écris ici, alors, attention, substantialisme cartésien. D'accord? Bon, alors, du coup, bisubstantialisme cartésien. Donc, le programme, c'est de voir en effet ce qu'en a dit Descartes, de faire un grand 2 qui serait en effet un atelier autour de texte où on voit un petit peu les autres options par rapport à cette base cartésienne. On revient à la science du XXe siècle avec Einstein et quelles sont les révolutions de la matière et de l'esprit. Voilà. Alors, je vous avais mis... Aujourd'hui, on a écouté une petite émission de 4 minutes donc de ce scientifique Hicham Lamrini. Je vous avais mis la dernière fois des liens vers des émissions de radio. Et là, ça peut être aussi utile dans le cours sur la matière et l'esprit d'écouter ça, dans la mesure où je vous avais expliqué que c'est une scientifique qui s'appelle Emmanuelle Voll, qui est neurobiologiste et qui s'intéresse
au pouvoir de l'esprit et à la manière de mesurer la créativité de ce même esprit. Donc la créativité, pas forcément en art, la créativité scientifique. Et donc c'est une émission à laquelle j'avais participé d'ailleurs qui s'appelle La méthode scientifique, Nicolas Martin, d'où viennent les idées scientifiques. Donc, vous pouvez écouter ça en sachant que ça sera réutilisé, ça sera en rapport avec ce cours en fait. Hein. Je vous remets la référence si vous voulez. Nicolas Martin, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime bien sa manière de travailler. Comment ça s'appelle la méthode scientifique. C'était un podcast, donc vous pouvez trouver un podcast d'où viennent les idées scientifiques. Voilà, c'est l'émission du 20 février. Ça date un petit peu. Bon, alors, on commence. Donc Descartes, en fait, il va, si vous voulez, bien distinguer l'âme et le corps, l'esprit et la matière. Et donc, il va parler de res cogitans, c'est l'esprit, hein, et de res extensa, pardon. Alors, en fait, si vous voulez, les mots eux-mêmes, donc c'est temps, hein, et puis les mots eux-mêmes vont indiquer l'idée de substance, vous comprenez ? C'est-à-dire, on a la chose pensante et la chose étendue, et donc c'est censé être deux réalités tout à fait hétérogènes. Donc, 17e siècle, puisque c'est bien l'époque on est dans la première moitié du XVIIe siècle, donc c'est le classicisme en philosophie et d'ailleurs en littérature aussi. Et puis, bon, bah, vous comprenez que Descartes, du coup, lui, va parler d'une très grande hétérogénéité entre les deux. Donc, en fait, il dit, voilà, la matière, ça n'a rien à voir avec l'esprit. On a deux substances tout à fait différentes. Alors, c'est intéressant parce que pour ceux qui font une prépa l'année prochaine, Nietzsche, dans sa préface du Gai Savoir, nous dit on ne peut pas distinguer d'ailleurs l'âme et l'esprit. Comme le peuple les sépare, il va parler là de la doxa en fait. Enfin, et donc voilà, vous avez vraiment cette idée qui va être très peu argumentée. D'ailleurs, ce passage n'est pas très argumenté. Et voilà, pour Nietzsche par exemple, on ne peut pas distinguer l'âme et le corps. On ne peut pas distinguer non plus l'âme et l'esprit. Bon, alors au contraire, Descartes l'a fait. Donc vous voyez que là, il se positionne en opposition à Descartes. Donc res cogitans, res extensa, esprit, matière. Donc ce qui caractérise l'esprit, c'est de ne pas occuper une portion d'espace, et au contraire, la matière occupe une portion d'espace. Et comme je vous le disais, il y a une mot-clé ici, c'est hétérogénéité. D'accord ? Voilà, donc Descartes va poser une grande question. Je vous donne les bases, on va à l'essentiel, hein, mais la grande question de Descartes, c'est comment deux substances aussi hétérogènes l'une que l'autre peuvent interagir ensemble. Parce que vous voyez, en fait, Descartes, là, pour lui, il est face à un mystère. Parce qu'en fait, il y a cette idée, il a remarqué qu'on n'était pas logé en son corps tel un pilote en son navire, mais qu'on lui était tellement confondu et mêlé à ce corps, qu'on formait comme un seul tout avec lui. En fait, ça, c'est une phrase essentielle qui est extraite du traité des passions de l'âme. Je répète la phrase. Je ne suis pas logé en mon corps. Je veux bien que notre plume me remplace. Enfin, je ne sais pas si aujourd'hui, si c'est Benoît ou si c'est Aurélie, hein, vous me dites, ou les deux d'ailleurs. Alors, je répète la phrase. Les citations, il faut se bercer avec ça. Et puis, vraiment, l'exercice à faire, c'est un tout petit exercice. Et la philo devient donc une somme de tout petits exercices. On reste fidèle à Descartes qui nous dit que finalement tout peut être amené à des choses simples. Hein, c'est l'une des 4 règles de la méthode, règle fondamentale. Finalement, les génies, ils ont compris ça, que tout était simple en fait. Je pense que c'est ça, être génial, c'est avoir compris que tout était simple. Alors du coup, vous écrivez Aurélie, ben, c'est super. Et donc j'étais en train de vous dire qu'il fallait se bercer avec les citations, les répéter et comprendre ce sens du mot répétiteur qui signifie enseignant. Donc je ne suis pas logé en mon corps, tel un pilote en son navire, tellement confondu et mêlé, je forme comme un seul tout avec lui. Répète, extrait du traité des passions de l'âme de Descartes. Je ne suis pas logé en mon corps tel un pilote en son navire, et tellement confondu et mêlé que je forme comme un seul tout avec lui. Je vais vous la répéter une dernière fois. Je ne suis pas logé en mon corps tel un pilote en son navire, mais tellement confondu et mêlé, je forme comme un seul tout avec lui. Merci Aurélie.
On a de la chance de vous avoir comme plume et d'avoir également Benoît en renfort. Alors, l'œuvre, c'est le traité des passions de l'âme. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, pour commenter cette phrase, qu'est-ce qu'il dit Descartes? Il dit, c'est pas j'ai un corps, c'est je suis mon corps. Donc, il dit, ok, hétérogénéité, mais en même temps, interaction très forte. Et donc, vous voyez qu'il y a un problème. Si on doit penser une interaction très forte, il faut bien qu'il y ait un dénominateur commun. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas... Alors, c'est difficile de penser à la fois l'hétérogénéité et l'impact de l'un sur l'autre. Voilà. Et donc, Descartes, il s'est intéressé, il se demandait un petit peu quelle était la localisation de... Il n'y avait pas en fait un point de jonction entre l'âme et le corps. Donc, il va parler de la glande pinéale, une partie très profonde au centre de notre cerveau. Donc, au XVIIe siècle, on en est là. Et en fait, l'âme, Descartes, ça va être très intéressant. Alors, pareil, je vous invite à lire le discours de la méthode, aussi les méditations métaphysiques, ce sont les deux grands ouvrages de Descartes. Méditation métaphysique, ça date de 1637, et 4 ans plus tard, le discours de la méthode, d'accord, 1641. Donc, je vais vérifier quand même que je ne vous dise pas de bêtises, j'ai un tout petit doute, mais normalement c'est ça. Méditation métaphysique. Donc, méditation métaphysique, non, j'ai inversé. Donc, les méditations métaphysiques, c'est après le discours de la méthode. Voilà. Vous voyez, j'avais un doute, c'est pas pour rien. Donc, c'est d'abord le discours de la méthode en 1637 et les méditations métaphysiques 4 ans plus tard. Voilà. Pardon pour cette erreur. Je vous disais, donc, ouais, Descartes, c'est vraiment un grand savant. Donc, c'est. Voilà, ne vous dites pas, oh, c'était le XVIIe siècle, donc c'est périmé. Je pense que ça, c'est l'erreur à faire. Il y a plein de choses. On peut se dire, au contraire, avec l'absence de connaissances scientifiques qui étaient... Enfin, avec le fait qu'ils n'avaient pas accès aux connaissances scientifiques qui sont les nôtres aujourd'hui, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et il y a des hypothèses qui sont faites, beaucoup d'intuitions. C'est très intéressant à lire, même aujourd'hui. Donc, en fait, il nous dit que l'âme est jointe à tout le corps. Ça rejoint la grande raison du corps dont nous parle Nietzsche. Ça rejoint l'idée d'intelligence du corps. Ça rejoint la phrase de Barjavel de la dernière fois qui disait en fait que le grand prodige, c'était pas d'avoir ouvert un corps qui jusqu'à présent était fermé sur ses secrets et de l'avoir ouvert avec un couteau grâce à nos techniques. Le grand prodige, c'était que chaque organe sache à quoi il devait servir. Donc vous voyez une espèce d'intelligence. Donc Descartes nous dit, voilà, l'âme, elle est présente dans tout le corps. Donc le corps, c'est pas en effet une machine... parce que, rappelez-vous, Descartes va proposer l'analogie avec la machine, mais à aucun moment il nous dit que le corps est une machine. Il nous dit qu'on peut voir une analogie avec la machine et il nous dit bien que cette machine du corps, si on peut parler ainsi, est d'une infinie complexité par rapport aux machines que l'homme a créées. Donc, vous voyez que pour Descartes, l'âme, elle est jointe dans tout le corps, mais plus particulièrement à la glande pinéale, donc au centre de notre cerveau, et puis qu'elle est aussi jointe plus particulièrement au cœur. Vous voyez, il va aussi insister là-dessus. Et ce que la science a montré après Descartes, c'est que le cœur avait un rayonnement électromagnétique très conséquent par rapport aux autres organes. Donc il y a des scientifiques qui font des thèses là-dessus, des recherches précises, et qui parlent aussi des neurones, d'un réseau d'environ 40 000 neurones, qu'on appelle le cerveau du cœur. Vous voyez, c'est intéressant parce que de plus en plus, on se rend compte que on n'a pas... tout se passe comme si on n'avait pas qu'un seul cerveau, quoi. Et donc, effectivement, il y a le cerveau tel qu'on le connaît, mais ce cerveau du cœur, vous savez qu'on a des neurones aussi dans l'estomac. Bon, on a des neurones un peu partout, en fait. Hein. Donc, c'est intéressant, on se rend compte que... peut-être que ça a vraiment du sens de parler de la grande raison du corps. Voilà. Et Nietzsche écrit cette phrase magnifique, ce n'est pas le corps qui est une métaphore de l'esprit, ni l'esprit qui est une métaphore du corps. C'est-à-dire que l'esprit doit être lui aussi spatialisé. C'est ce que fera Freud d'ailleurs avec la seconde topique. Donc, ce n'est pas le corps qui est une métaphore de l'esprit, mais l'esprit qui est une métaphore du corps. Et on peut rajouter que la vie elle-même est sa propre métaphore. Ça, c'est une phrase que j'avais lue récemment et qui m'a beaucoup marqué. Voilà, donc pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir que Descartes va parler d'hétérogénéité de l'âme corps. Il faut retenir que Descartes va parler en même temps de profonde interaction, ce qui nous conduit à dire que on n'a pas un corps, mais on est son corps. Et d'autres auteurs ont d'ailleurs insisté sur l'absence de différence entre l'âme et le corps, que ce soit Nietzsche, que ce soit par exemple Sri Ramana Maharshi, qui est un sage indien, il insistait aussi beaucoup là-dessus. Donc vous voyez, c'est la question du débat, c'est la question de l'interaction. Alors, ce que je vous propose maintenant, après avoir parlé de Descartes,
Donc, vous connaissez la critique qu'en fera Sartre. Hein. Sartre, il supporte pas trop que Descartes ait fait de la conscience une substance. Il va trouver ça. Il y a un texte dans votre manuel, à la fin du cours sur la conscience d'ailleurs, où Sartre critique ça. Mais bon, j'ai pas pour objectif de le retravailler. Je l'avais travaillé avec vous dans le cours sur la conscience, donc vous pouvez faire un lien. Lien à faire, je vous le mets juste ici. Lien à faire avec le texte de Sartre du manuel. Extrait. Attendez, je n'arrive pas à écrire comme ça. Le texte de Sartre du manuel. Extrait de situation. Et si vous voulez la page exacte, je peux vous la donner effectivement. C'est dans les premières pages. Sartre, c'est à la page 29. Donc, vous pourrez relire ça. 29 de votre manuel, la critique de Descartes. Mais moi, j'ai pas pour objectif de... Le texte, pardon, j'arrive pas à écrire. J'ai pas pour objectif de reprendre ce texte. J'ai pour objectif là de faire un petit 2 qui reprenne en fait une deuxième partie dans ce grand 1 par rapport à la question du bisubstantialisme. C'est un texte très intéressant de Bergson qui invite à la prudence. Donc, petit 2, ça s'intitule tout simplement « Il faut être prudent pour penser les rapports de l'âme au corps. » Hein. Bon, alors, en fait, j'ai du mal à écrire parce qu'à chaque fois, ils me mettent d'autres options. Je commence à écrire un mot et la correction automatique m'écrit n'importe quoi. Au lieu d'âme, par exemple, aéroport. De l'âme au corps, voilà. Alors, là, on va changer de siècle. On va passer au début du XXe siècle avec Bergson. Et on est toujours dans cette idée, dans ce lien avec le bisubstantialisme, puisqu'il va être question de penser les rapports, encore une fois, de l'âme au corps, ce qui avait beaucoup intéressé Descartes. Hein. Descartes, contrairement aux apparences, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui donne énormément d'importance aux rêves. L'intuition du discours de la méthode, l'idée du discours de la méthode, il l'a eu au cours d'un rêve. D'accord ? Donc quand on dit « j'ai un esprit cartésien », on ne parle que d'un aspect de Descartes qui certes était extrêmement rigoureux, qui parlait des longues chaînes de raison. C'est pas pour rien qu'on n'a pas complètement tort quand on parle de quelqu'un en disant qu'il a un esprit cartésien. On n'a pas on dit pas n'importe quoi. Mais je veux dire par là qu'il faut pas oublier cette partie liée au rêve et liée à un autre rapport à l'intelligence et à l'intuition. Voilà. Alors du coup, Bergson, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Bergson il va nous inviter à beaucoup de précautions. Il nous dit en gros qu'il ne faut pas être réductionniste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que lire dans un cerveau, tout ce qui se produit dans la conscience correspondante. Alors, je vais vous redire la phrase, parce qu'elle est très importante. Hein. L'idée du réductionnisme aurait été de penser qu'on peut lire dans un cerveau tout ce qui se produit dans la conscience correspondante. Et Bergson va s'opposer au réductionnisme en disant qu'on ne peut pas lire dans un cerveau tout ce qui se produit dans la conscience correspondante, d'accord ? C'est-à-dire que il y a quelque chose... c'est toujours tellement complexe l'esprit qu'on ne peut pas le ramener uniquement à des structures neuronales. Donc, Bergson, en fait, il va faire une métaphore ici qui est restée très célèbre. C'est la métaphore d'un clou, qui est un petit peu l'équivalent d'un porte-manteau, sur lequel est accroché un vêtement. Donc, il nous dit, vous avez compris qu'en fait, c'est une analogie. C'est-à-dire que le clou, c'est le cerveau, c'est l'équivalent du cerveau, et puis le manteau, c'est l'équivalent de la pensée. Alors, il nous dit effectivement, ce qui arrive au clou a un impact sur ce qui arrive au manteau. C'est-à-dire, si vous arrachez le clou, le manteau, il tombe. Donc, par exemple, si vous avez une lésion cérébrale, effectivement, votre pensée, elle va être modifiée. Hein, ça, c'est évident. Donc, Bergson, il va parler, il va dire, voilà, rester prudent pour lui, c'est parler en effet de solidarité. Mais vraiment, j'arrive pas à écrire. Solidarité. Donc, c'est parler de solidarité entre les deux. Le cerveau et la pensée sont solidaires, c'est-à-dire ce qui arrive à l'un a un impact sur ce qui arrive à l'autre. Et qui arrive à la pensée, non seulement ce qui arrive au cerveau a un impact sur ce qui arrive à la pensée, mais inversement, ce qui arrive à la pensée a un impact sur le cerveau. C'est ce qu'on appelle la plasticité. Donc, pareil, je vous renvoie au... là, cette fois-ci, vous pouvez ça s'appelle donc Le cerveau des philosophes. Et c'était une table ronde avec plusieurs scientifiques, une psychanalyste. Donc, on avait justement évoqué la question de la plasticité cérébrale. Vous pouvez écouter, c'est sous la forme de vidéo, Le cerveau des philosophes. Voilà, bon, je vous donne plein de documents. C'est des petites choses auxquelles j'avais participé il y a quelques années. Ça date un petit peu. Ça date de 3 ans, je crois, 2-3 ans.
Dans cette métaphore, là, si justement, c'est ce que j'allais dire, Noémie, c'est que, alors, oui, c'est vrai que vous avez raison. Dans cette métaphore, ce qui arrive au manteau peut pas, vous avez raison. La métaphore l'analogie, c'est plus une analogie en fait. L'analogie est imparfaite, elle n'est pas complète. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut rajouter que ce qui arrive à la pensée, d'accord, a effectivement un impact sur le cerveau. Ce que la métaphore, ce que l'analogie, comme vous l'avez souligné, n'a pas pensé. Qu'est-ce que ça veut dire, la pensée a un impact sur le cerveau? Ça veut dire, cette magnifique phrase de Bergson, c'est pour ça que vous ne pouvez pas dire que Bergson ne l'avait pas envisagé. Oui, merci Aurélie. D'ailleurs, on peut dire ça, on peut sauver l'analogie de Bergson en disant le manteau exerce une certaine force sur le clou, oui. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, Bergson, il dit le cerveau est une réalité. Il dit l'esprit est une réalité capable de tirer d'elle-même plus que ce qu'elle ne contient. D'accord ? En fait, c'est une manière de dire que vous n'êtes jamais limité par des capacités cérébrales. Vous pourrez toujours, par le travail de votre pensée, modifier votre cerveau. Et par exemple, on a fait des études, ça fait partie des études les plus célèbres parce qu'elles sont les plus marquantes, des chauffeurs de taxi londoniens qui doivent apprendre environ 10 000 noms de rues, parce que le concours suppose l'apprentissage de ces rues. Ils doivent connaître par cœur. Vous allez me dire, voilà, mais les GPS, oui, voilà, même avec les GPS, ils doivent connaître... c'est des extensions de notre propre cerveau, les GPS. Hein. Donc bon, il y a vraiment une intelligence spatiale, vous voyez. Et donc justement, on s'est rendu compte de ça, c'est que ces chauffeurs de taxi, la zone dans leur cerveau qui gère l'orientation dans l'espace est surdimensionnée. Donc vous voyez à quel point, ok, il y a des choses innées au niveau cérébral, bien sûr, mais il y a aussi, l'inné, c'est la conséquence de l'acquis, quoi. Hein, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un muscle, le cerveau. Et plus vous allez travailler, plus vous allez en fait avoir des capacités. Je vous donne un exemple. En ce moment, là, je profite du confinement pour apprendre le portugais. Donc, je fais 1 heure de portugais par jour avec quelqu'un qui habite à Lisbonne. Bon, et lui, il apprend le français. Et en fait, si vous voulez, j'ai remarqué ça, c'est que plus vous apprenez des langues, plus vous avez de facilité dans l'apprentissage des langues. Le portugais, ça représente ma 5e langue, et en fait, du coup, ça devient facile au bout. Mais c'est aussi parce que c'est proche de l'italien, de l'espagnol, et voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idée que c'est aussi cette idée de plasticité, en fait. Plus vous apprenez, plus ça va vous être facile d'apprendre. Et plus vous apprenez des choses... en effet, par rapport aux langues étrangères, c'est assez flagrant. Mais voilà. Et donc, les chauffeurs de taxi londoniens prennent environ 10 000 noms de rue, et ça va, la zone qui gère l'espace est surdimensionnée. Donc ça, c'est fascinant. Donc c'est une manière de dire que la pensée a une influence sur le cerveau, et vous n'êtes pas le même après la lecture. Beaucoup de connexions neuronales sont différentes après la lecture d'une seule page. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc notez bien cette autre phrase, hein. L'esprit, je vous la répète pour notre plume, l'esprit est une réalité capable de tirer d'elle-même plus que ce qu'elle ne contient. Donc Bergson nous dit, voilà, on ne peut pas lire dans un cerveau ce qui se produit dans la conscience correspondante. En d'autres termes, parce que vous savez que je vous ai formé toute l'année, si je vous ai appris une chose en méthode, c'est cette possibilité, c'est cette importance du « en d'autres termes ». N'hésitez pas à manier, ça fait partie des techniques des concours d'éloquence, etc. N'hésitez pas à manier. On fasse un petit cours là sur les petites techniques d'éloquence. Voilà, n'hésitez pas à manier en fait. Voilà, cette phrase très longue. On ne peut pas lire dans un cerveau tout ce qui se produit dans la conscience correspondante. Et puis vous allez dire en d'autres termes, le cérébral n'est pas l'équivalent du mental. C'est-à-dire d'un seul coup, vous allez donner une phrase très simple. C'est très pédagogique parce que celui qui n'aurait pas compris, par exemple, la phrase très longue, vous allez lui donner la possibilité de le comprendre avec des mots très simples. Donc le cérébral n'est pas l'équivalent du mental. On ne peut pas lire dans son cerveau tout ce qui se produit dans une conscience correspondante. D'accord ? Donc c'est une manière de dire que même si le mental dépend du cérébral, dépendre de quelque chose ne veut pas dire être équivalent à. Vous comprenez ? Donc c'est le grand apport de Bergson. Alors je vais terminer en vous mettant le texte, parce que là c'est le texte, je vous ai donné un compte rendu du texte, en fait je fais souvent ça, en gros c'est ce dont on peut se souvenir du texte en question, mais c'est toujours bien, je pense, d'avoir, alors il est à la page 278 de votre manuel, c'est toujours bien d'avoir le texte tel que Bergson l'a écrit. Donc là, je vais solliciter à nouveau Alexandre, c'est extrait de l'Énergie spirituelle. Alors, du coup, on y va. C'est un texte ici très court, l'âme et le corps, voilà, on est toujours dans le sujet. Donc là, on a fini le grand 1.
J'envoie à Alexandre le texte en question et on a donc, on termine aujourd'hui le cours de philo. Alors, est-ce que les documents d'intro ont été mis? Je les ai pas vus passer. Si, pardon, ils ont été mis. Toujours dans la partie question cours. Merci beaucoup Alexandre. Et là, donc, il y a un dernier texte, qui correspond au petit 2 du grand 1, le cerveau et la conscience. Alors, le programme, merci beaucoup Alexandre. Donc, le programme, merci à Alexandre Arcuelos également qui enregistre le cours. Enfin voilà, c'est bien on a donné vie à cette toute petite chaîne philo d'aide philo coronavirus. Donc vous pouvez réécouter les cours là-dessus, parler à des amis si ça peut les aider et si ça peut les intéresser. L'avantage, c'est qu'on peut faire autre chose en même temps, écouter son cours, prendre son petit déjeuner. J'ai appris que certains faisaient ça. Et du coup, vous pouvez faire du sport, faire ce que vous voulez. Tant que ça vous déconcentre pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je voulais vous dire que demain, on se retrouve pour un atelier autour de texte, c'est-à-dire, on va regarder ce texte pas rigoureux du tout, ça sera notre premier texte pas rigoureux, dont je vous ai parlé, donc écrit par Lamétrie. Aujourd'hui, en tout cas, avec les connaissances qu'on a, ils nous semblent pas rigoureux. On va regarder sur des textes écrits dans l'Antiquité, qu'est-ce qu'ils nous disaient du rapport entre l'âme et le corps, les atomes crochus, vous connaissez ça, hein, l'expression atome crochu. Et ben voilà, on va voir d'où ça vient. Ça vient l'idée, qu'est-ce que ça veut dire atome crochu en fait, hein, ça c'est intéressant. Donc on va lire les textes qui correspondent à ça, en parler, débattre autour de ça. C'est le programme de demain. Et puis je vous ai dit, après on ira du côté de la... C'est Bergson ça, bien sûr, Bergson, l'énergie spirituelle. Et puis après on ira du côté de la science aujourd'hui, matière et esprit, les neurosciences. Donc écoutez les émissions. C'est pas pour me faire de la pub, j'en ai pas envie ni besoin, mais c'est juste que il se trouve que ça parlait des sujets en question. Donc je me dis, je vais quand même pas vous empêcher l'accès à ça. Enfin, ça peut être intéressant. Et donc ça parle de ça, Emmanuelle Voll, une scientifique extrêmement compétente, très agréable, qui est donc neuroscientifique, c'est-à-dire qui est spécialisée dans l'étude du fonctionnement du cerveau. Donc, on n'en sait pas beaucoup, hein, c'est sûr, mais il y a quand même des choses qu'on peut dire. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre présence, de votre attention et de cette belle gratuité intellectuelle, parce qu'on n'est pas là en train de bachoter pour des épreuves, mais on est juste en train de s'intéresser, de se cultiver, de mettre en évidence notre curiosité intellectuelle. Conscience et esprit sont la même chose. Esprit, c'est un peu plus... relisez l'intro, vous allez voir. Conscience, c'est un peu plus scientifique. Esprit, c'est un peu plus spirituel. Déjà, il y a cette première différence. Mais on en reparle demain, d'accord? Lisez les distinctions que vous avez en introduction, ça devrait vous aider. Donc, merci à tous. J'étais en train de vous remercier. Et voilà, et puis on se retrouve demain donc à 16h30. Venez nombreux, ramenez vos amis, les amis de vos amis qui sont nos amis. Donc vous voyez le rapport esprit, souffle, spiritus. Ah oui, j'en reparle demain, je reviens là-dessus. Conscience, c'est cum scire, accompagné de savoir. Et esprit spiritus, donc si vous voulez, l'idée c'est de dire, voilà, avec la conscience, on a quelque chose du côté de l'épistémé, d'accord, du côté donc de la science. Et puis esprit, spiritus, souffle, c'est un peu plus spirituel, c'est un peu plus proche de l'âme du coup. Mais après, il y en a qui font pas de distinction entre âme et esprit. Si vous faites une distinction, on peut... La distinction entre l'âme et l'esprit, c'est que l'esprit, c'est la partie la plus intellectuelle de l'âme, si vous voulez. Mais c'est des distinctions très subtiles. Je reviens là-dessus demain. Je vous remercie chaleureusement. Et donc, comme je vous disais, chaleureusement pour cette gratuité intellectuelle très agréable. Et donc, 16h30, on se retrouve demain. OK? Merci aux deux Alexandre. Merci à nos deux plumes. Et voilà. Et puis à demain. Voilà, très bonne journée.